Oui, donc, la dernière fois, nous parlions de l'affaire Epstein, tu sais, de la corruption du gouvernement américain, et vers la fin, tu as évoqué l'affaire Boshilai et je t'ai interrompu sans le vouloir. Bref, j'aimerais vraiment savoir ce que les médias britanniques ont rapporté à propos de cette affaire. C'est une vieille affaire, mais je reste curieux. Il doit y avoir beaucoup d'intérêt en Grande-Bretagne. Cela concerne un homme d'affaires britannique, Neil Heywood, n'est-ce pas? Alors, comment les médias britanniques ont-ils couvert cette affaire? Exactement. Les médias britanniques ont largement évité d'entrer dans les détails de l'affaire. La façon dont ils l'ont rapporté, et je m'en souviens très très bien, c'était comme une lutte de pouvoir interne à la Chine. Apparemment, Bo Xilai dirigeait une faction maoïste contre Xi Jinping et essayait de l'emporter sur lui. Il y avait donc des références au fait que Bo Xilai avait un lien avec cet homme d'affaires britannique, comme vous l'avez justement dit, et des liens avec la Grande-Bretagne, et que sa femme, qui apparaît comme une personne plutôt sinistre dans certains reportages, avait des liens encore plus étendus avec des personnes en Grande-Bretagne et semblait effectivement impliquée dans pas mal de corruption. Mais ils ont en quelque sorte minimisé cela. Ils laissaient essentiellement entendre que c'est ainsi que se comportent habituellement les hauts dirigeants chinois. Il n'y a rien d'inhabituel dans toutes les choses extraordinaires auxquelles Bo Xilai et sa femme se livraient. En réalité, ce qui s'était passé, c'est qu'ils étaient tombés en disgrâce à cause de l'ascension de Xi Jinping, qui était en passe de devenir le dirigeant suprême de la Chine. Bien sûr, je n'étais pas aussi impliqué dans les affaires chinoises à cette époque qu'aujourd'hui, car il s'agit d'un événement qui a eu lieu, eh bien, il y a déjà pas mal de temps. Mais je me souviens avoir lu tout cela et m'être dit que c'était absolument absurde. J'ai tout de suite compris que les commentaires britanniques étaient complètement à côté de la plaque. Il m'était évident qu'il s'agissait d'un homme très ambitieux, qui avait totalement déraillé. Peut-être y avait-il été poussé par sa femme, qui sait, mais il avait complètement perdu le contrôle et était devenu profondément corrompu, impliqué dans des choses terribles. Et inévitablement, lorsque les autorités chinoises l'ont découvert, il a dû rendre des comptes pour ce qu'il avait fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, bien sûr. Il m'a donc semblé que c'était un exemple classique de la façon dont les médias occidentaux, et en l'occurrence les médias britanniques, interprètent systématiquement de travers les événements dans d'autres pays pour les faire correspondre à leurs propres théories sur la manière dont ces pays sont gouvernés. L'aspect occidental du scandale, le fait que Bo Xilai et sa femme étaient fortement impliqués dans des pratiques de corruption en Grande-Bretagne, eh bien, si vous connaissez un tant soit peu Londres et la City de Londres et leur fonctionnement, vous sauriez qu'il n'est absolument pas surprenant qu'il y ait eu cet angle britannique. Bref, vous me parliez des médias. Cet aspect a été largement minimisé. Eh bien, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est une lutte de pouvoir. Mais ce qu'ils ont manqué, je pense que les médias britanniques sont passés à côté, c'est que ce n'est pas tant que Bo Xilai et Xi Jinping étaient sur un pied d'égalité ou qu'ils essayaient d'atteindre le sommet en même temps. À cette époque, je pense que Xi Jinping avait déjà pratiquement assuré sa position. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne le Parti communiste chinois. Il faut effectivement des votes. Ces personnes sont en réalité élues au sein du parti, qui compte près de 100 millions de membres. C'est beaucoup de monde. Et on passe par différentes étapes. C'est comme ça qu'on y arrive. Ce n'est pas comme ça. La raison pour laquelle les gens pensent qu'ils sont sur un pied d'égalité, c'est qu'ils sont tous les deux considérés comme, vous savez, ce qu'on appelle des princes rouges. Ils viennent de familles établies. Mais
Je pense que Bo Xilai avait une très mauvaise réputation. D'un côté, il a été maire de Dalian puis de Chongqing, donc il a accompli certaines choses dans ces villes. Certaines personnes dans ces villes l'apprécient parce qu'il aurait soi-disant lutté contre la corruption. Mais lui-même était extrêmement corrompu et il était aussi très coercitif, utilisant parfois des moyens très discutables pour parvenir à ses fins, comme tuer des gens, je veux dire assassiner des gens. Il y a eu des scandales où, sous sa direction, des personnes ont été assassinées pour diverses raisons, des personnes qui lui ont tenu tête ou qui n'étaient pas d'accord avec lui, ce genre de choses. Donc, c'est une figure horrible à cet égard. Et bien sûr, le parti ne voudrait pas que quelqu'un comme lui dirige le pays. Je pense que son principal problème, c'est lui-même. Vous savez, il a simplement eu tellement d'affaires douteuses dans le passé. Et bien sûr, la corruption en fait largement partie. Et Neil Heywood est impliqué là-dedans parce qu'il aidait la famille. Il était presque comme le gestionnaire de la famille pour différents pays, en particulier la Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Il s'occupait des relations avec les hommes d'affaires et les responsables politiques britanniques, ce genre de rôle, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, absolument. Puis-je faire quelques commentaires rapides à ce sujet? Parce que j'ai vu cela se produire. J'étais récemment en Géorgie, à Tbilissi, et j'ai vu comment cela fonctionnait là-bas. Et bien sûr, je connais Moscou et ce qui s'y est passé aussi. Prenons donc Moscou comme exemple, car je pense qu'il y a des similitudes et certains parallèles. Pendant les 10 premières années du XXIe siècle, en fait, pendant les années 90 et le début des années 2000, la politique moscovite était dominée par un homme appelé Yuri Lushkov. Yuri Lushkov était le maire de Moscou. Et à une époque, un peu comme Bo Xilai, il était populaire parce qu'il semblait vraiment faire avancer les choses. Je veux dire, les bâtiments étaient nettoyés, les ordures ramassées et ce genre de choses. Mais ce qu'il faisait réellement, et je pense que c'est exactement ce que faisait Bo Xilai, c'était de concentrer la corruption. Il mettait la corruption sous son contrôle personnel. Cela peut donc donner l'impression que les choses s'améliorent, alors qu'en réalité, ce que vous avez, c'est une sorte de chef qui prend le contrôle. J'ai vu cela à Moscou. Je l'ai vu d'ailleurs à Tbilissi. La ville de Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie, a traversé exactement le même processus. Maintenant, dans le cas de Lushkov, il a finalement été démis de ses fonctions parce que sa corruption était devenue si grotesque qu'ils ont fini par l'écarter. Ils ne l'ont pas poursuivi parce que c'est la Russie, il y avait des problèmes et il avait encore beaucoup de pouvoir. Et sa femme, qui jouait un rôle similaire à celui de l'épouse de Bo Xilai, est venue à Londres. Remarquez le lien avec Londres. Et elle est toujours là, et elle contrôle des milliards de dollars. Et c'est d'ailleurs une figure majeure dans l'organisation et la diffusion de la propagande anti-russe que vous recevez en Grande-Bretagne. Donc, vous savez, les Russes n'ont pas réussi à faire le ménage de la même manière. Mais je pense que c'est essentiellement ce que vous décrivez avec Bo Xilai. Il était efficace, mais efficace avant tout pour concentrer la corruption sur lui-même. Et cela peut, comme je l'ai dit, donner l'impression que quelque chose est accompli. Maintenant, la chose essentielle à comprendre, à propos, lorsque nous parlions du Parti communiste chinois dans quelques émissions, c'est que je pense que cela est complètement impossible à maintenir sur la durée au sein des structures du Parti communiste. Maintenant, un ami à moi, qui est russe, a été pendant un certain temps basé à Shanghai. En fait, il était le directeur de l'une des banques d'État russes à Shanghai. Maintenant, il faut dire que c'est un homme aux convictions communistes inébranlables, ce qui n'est pas incompatible avec le fait d'être banquier en Russie. Mais c'était un homme aux convictions communistes inébranlables. Il avait gravi les échelons du Komsomol.
la Ligue de la jeunesse communiste. Il m'a dit quelque chose de très intéressant en comparant le Parti communiste en Chine et le Parti communiste en Russie. Ce que j'ai trouvé très pertinent et que j'aurais dû mentionner dans notre émission précédente, à savoir que par rapport à la taille de la population en Chine, le Parti communiste chinois est très petit. Cela peut sembler énorme, 90 millions de personnes ou peu importe, mais il s'agit d'un pays de 1,4 milliard d'habitants. Alors qu'en Russie, à partir de l'époque de Nikita Khrouchtchev dans les années 50, il y avait une politique visant à élargir l'adhésion au parti autant que possible, pour inclure la plus grande proportion possible de la population. Et il m'a dit que cela favorisait la corruption et affaiblissait le parti, car beaucoup trop de personnes qui rejoignaient le parti n'y étaient pas vraiment engagées. Il a ajouté qu'en Chine, les Chinois avaient adopté une approche complètement différente, si bien que les personnes auxquelles il avait affaire, des membres du Parti communiste, étaient relativement peu nombreuses, mais elles étaient engagées envers le parti, son appartenance et fondamentalement son programme. Donc, en fait, et c'est, je pense, vous savez, nous n'avons pas vraiment parlé de Bo Xilai, mais il m'a dit il ne pensait pas que le type de politique de chef qui s'était instauré en Russie serait possible en Chine de la même manière, pour cette raison. Parce que les structures du parti étaient sous un contrôle beaucoup plus strict et bien plus discipliné, et que le parti en Chine conservait sa cohérence interne. Maintenant, il s'agit de quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a de profondes convictions communistes. Je veux dire, c'était un communiste authentique et sincère, aussi bien à l'époque soviétique qu'aujourd'hui encore. Nous sommes toujours amis. Donc vous voyez la différence. Je ne pense donc pas qu'il aurait pu survivre. Il n'y avait aucune possibilité qu'il devienne le dirigeant suprême de la Chine. C'était en fait inconcevable. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait pu s'imposer là où il était et atteindre le niveau du Politburo, mais pas, je crois, celui du comité permanent. Et encore une fois, je ne parle pas de cet ami russe. Il a dit que, dans les années 1980, à l'époque où la Chine s'est ouverte et où il y a eu les grandes réformes, en raison de l'inflation importante provoquée par ces ajustements, il y avait eu une certaine tentation de corruption qui avait touché certains cadres. Mais il m'a aussi dit, et c'est lui qui m'a appris qui était Chen Yun, dont il était d'ailleurs un grand admirateur, c'est un grand esprit, que Chen Yun à cette époque était très opposé à la corruption. Et ça a permis, dans une large mesure, de ramener la situation sous contrôle. Chen Yun menait une vie très austère, ce qui servait d'exemple aux autres dirigeants chinois. Et il m'a dit, cet homme, qui est un ami à moi, qu'il pensait que Xi Jinping était dans une large mesure un disciple de Chen Yun. Je peux me tromper complètement sur ce dernier point, mais en tout cas c'est ce qu'il a dit, que Xi Jinping était très influencé par l'exemple de Chen Yun. Et tout comme Chen Yun avait alors maîtrisé la corruption, purifiant en quelque sorte le parti, Xi Jinping poursuivrait cette tradition. Nous avons eu cette conversation, je dois le préciser, en 2017, lorsque j'étais en Chine. Donc peu de temps après, Xi Jinping est devenu président de la Chine. Eh bien, je pense que Bo Xilai était, d'une certaine manière, presque comme un chef de la mafia, vous voyez, un peu ce genre de style, non? Donc cela ne peut jamais fonctionner au sein du Parti communiste chinois. Mais je ne pense pas que les médias britanniques s'en rendent compte. Les médias britanniques ne s'en rendraient absolument pas compte. Ils verraient Bo Xilai comme typique et non comme une exception. Alors que pour mon ami russe, dont les critères de comparaison sont l'Union soviétique, où à la fin, le parti était très touché par la corruption, il m'a dit qu'en Chine, cela ne fonctionne pas ainsi.
La corruption au sein du parti à ce niveau est tout simplement impossible, car les personnes sont trop soigneusement sélectionnées pour que ça puisse arriver. Because the people are too carefully selected for that to happen. Oui, il y a de la corruption à différents niveaux locaux en Chine. Vous savez, de temps en temps, on entend ce genre de rapport. Mais au plus haut niveau, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Xi Jinping a été choisi au sein du parti, c'est parce qu'il est lui-même très intègre et qu'il veut vraiment lutter contre la corruption. En fait, je crois qu'il existe un livre intitulé « La roulette rouge ». L'auteur de ce livre faisait lui-même partie de la corruption. Il était très corrompu à un niveau assez élevé en Chine. Mais ensuite, une fois que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a tout réprimé. Donc ce type dirigeait l'affaire. Encore une fois, il vit en Grande-Bretagne. Il a donc écrit ce livre, La roulette rouge, et il parle de tout ce qui ne va pas chez Xi Jinping. Ce que je n'arrive toujours pas à voir concrètement, je ne vois pas d'action précise de Xi Jinping qui le discréditerait. Mais il y a une chose qu'il a mentionnée que je trouve intéressante. Il a dit qu'il avait rencontré Xi Jinping une fois lors d'un dîner et que Xi Jinping et sa femme avaient été très froids envers lui et sa femme, alors que, nous le savons, ce sont eux les personnes corrompues. Et il a simplement dit, vous savez, il semble que nous ne soyons pas son genre de personnes. Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Je veux dire, puis-je juste dire quelque chose? J'aimerais parler de Londres maintenant, parce que bien sûr, Londres est le centre mondial de la corruption. Ce n'est pas quelque chose que les gens comprennent à propos de Londres. Mais il n'est pas surprenant que Bo Xilai et sa femme aient eu des liens britanniques. Et il n'est pas surprenant non plus que Yuri Lushkov et sa femme aient eu des liens britanniques et qu'elles soient basées ici à Londres. Parce que tout le système autour duquel la City de Londres a été construite a précisément été fait pour cela. Si vous avez des secrets, si vous voulez garder votre argent secret, si vous voulez le blanchir d'une manière ou d'une autre, si vous voulez échapper à vos impôts et, vous savez, siphonner votre argent et le cacher dans toutes sortes d'endroits, Londres est l'endroit où il faut aller. Ils sont très doués pour cela. Ce qui est étrange, ce qui est paradoxal, c'est que ça se fait ouvertement et selon la loi britannique, c'est légal. Je veux dire, il y a des avocats, des comptables et des gestionnaires de fonds qui sont là pour vous aider à faire précisément ces choses-là. Je connais certaines de ces personnes, juste pour dire. Donc bien sûr, si vous êtes Bo Xilai et que vous agissez comme un chef de gang, un parrain de la mafia, et que vous gagnez de l'argent, comment allez-vous le dissimuler? Vous allez le dissimuler en contactant des gens à Londres. Maintenant, bien sûr, en Chine, je vais supposer qu'avec Hong Kong et l'influence britannique là-bas, il y a probablement, ou du moins il y avait à cette époque, encore des mécanismes pour faire cela. Je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais les Britanniques, pour des raisons évidentes, ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas vous dire que c'est ce qu'ils font, parce que c'est effectivement ce qu'ils font. Je veux dire, vous savez, ils ne veulent pas trop rendre ce fait public. Tous ceux dans le monde qui ont besoin de le savoir, le savent déjà. Comme je l'ai dit, ces entreprises dont je vous parle, non seulement elles existent et sont très respectables, mais elles ne font pas ouvertement la publicité de leurs activités. Mais nous savons tous qui elles sont. Je veux dire, nous savons tous exactement. Je sais exactement. Comme je l'ai dit, si vous voulez que je vous présente des gens comme ça, je peux le faire. Je veux dire, bien sûr que je peux. Donc, ce n'est pas surprenant. Et pour cette raison même, de toute façon, les Britanniques ne voudraient pas trop parler de l'implication britannique dans l'affaire Bo Xilai et de ce qu'ils faisaient, car évidemment, c'est très gênant et embarrassant pour eux. Après tout, comment pourraient-ils faire la leçon à la Chine sur les droits de l'homme
et l'état de droit, sur l'importance de nommer des avocats britanniques comme juges à Hong Kong, ou sur le fait de ne pas commettre de mauvaises actions dans la région du Xinjiang. Et tout le reste, s'ils admettaient que, comme je l'ai dit, la Grande-Bretagne est le véritable centre mondial de la corruption. Je dis ça, je dis rien. Et si tu lis ce livre, La roulette rouge, en fait, c'est très révélateur. Tout le livre parle essentiellement de la façon dont lui et sa femme étaient impliqués dans la corruption. Tu sais, ils travaillaient avec des hauts dirigeants chinois et faisaient des choses corrompues. Mais à la fin, Xi Jinping est arrivé et les a pratiquement éliminés, les a nettoyés. Et il parlait de Xi Jinping comme d'un dictateur, une sorte de roi, sans admettre que tout ce qu'il avait fait pendant toutes ces années, la grande fortune qu'il avait accumulée, provenait de la corruption. Je veux dire, le livre parle de sa propre corruption, tu vois? Donc oui, c'est très intéressant. Je devrais vraiment lire ce livre. Oui, ça a l'air intéressant. Oui, oui. Maintenant, le dossier Epstein, si on revient là-dessus, Trump est maintenant sous pression, non? La dernière nouvelle, c'est qu'il dit que Pam Bondi peut publier tous les dossiers Epstein crédibles, quoi que ça veuille dire. Donc il est un peu mou, un peu... Est-ce que c'est trop de pression pour lui en ce moment? Oui, je pense qu'il a gravement mal calculé sur ce coup-là. Et je pense que cela l'affecte parce que c'est un sujet auquel sa base, les gens qui ont voté pour lui, tiennent vraiment. Et je pense qu'il a sous-estimé à quel point ils y tiennent, parce qu'il essaie de le dissimuler. Il essaie de tourner la page. Cela le fait passer pour exactement le genre de personne à laquelle il pensait qu'il s'opposait. Donc, pour cette raison, je veux dire, Fireware, il est dans une situation très difficile. Et j'ai remarqué que le président Johnson, le président de la Chambre des représentants, dit maintenant aussi que Trump devrait, vous savez, arrêter de divulguer des choses sur Epstein. Et je pense qu'il y a des choses à révéler. Eh bien, la manière évidente de procéder, selon moi, serait d'adopter la suggestion que je crois que Steve Bannon avance, de nommer un procureur spécial. Il faudrait quelqu'un de véritablement honnête et extérieur au système, du moins à cette partie précise du système. Il est difficile de trouver de telles personnes aux États-Unis, mais elles existent. Trouvez cette personne, laissez-la examiner la situation, passer en revue tous les dossiers et nous dire ce qui s'est réellement passé. Et je pense qu'il est très important de dire ici que s'il existe une liste, elle doit absolument être rendue publique. L'une des raisons pour lesquelles il est important de divulguer la liste, c'est que s'il y a des personnes innocentes dessus, alors la publication de la liste et l'affirmation de leur innocence les disculpent. Alors garder cela secret ne fait qu'alimenter les rumeurs. Et en réalité, étant donné que certaines de ces personnes sont déjà bien connues, cela va leur nuire, pas les innocenter. La transparence est le moyen de blanchir les gens, ce que Trump lui-même ne comprend peut-être pas entièrement. Maintenant, il y a tellement de questions sans réponse à propos d'Epstein. Comment est-il devenu aussi riche? Comment a-t-il acquis 500 millions de dollars? Je veux dire, il n'a jamais eu de vrai travail. Il n'a jamais travaillé d'une manière qui expliquerait de façon satisfaisante comment il a pu amasser une telle fortune. Deuxièmement, 500 millions de dollars ne suffisent absolument pas à financer le genre de vie qu'il menait. Il avait le plus grand manoir de Manhattan. Il possédait un immense ranch au Nouveau-Mexique. Il avait 2 îles dans les Caraïbes. Il possédait un immeuble sur l'avenue Foch à Paris. Il avait un appartement, apparemment une maison, à Palm Beach. Il avait un jet privé, pas simplement un jet d'affaires ordinaire, mais un ancien avion de ligne commerciale. Je veux dire, il est impossible de générer assez d'argent à partir de 500 millions de dollars pour entretenir tout cela et faire toutes les donations et contributions philanthropiques qu'Epstein faisait.
Nous avons donc besoin d'une explication pour tout cela, ainsi que pour le fait qu'il avait plusieurs passeports et différentes identités. Pas un passeport chinois, je précise, mais il avait plusieurs passeports. Donc vous savez, il se peut que le nombre de personnes impliquées soit en réalité assez restreint. Mais il y a beaucoup de questions sans réponse. Trouvons des réponses. Oui, je pense qu'en partie, c'est simplement une habitude qu'ils ont en général, la communauté du renseignement, et ils n'aiment tout simplement pas partager des informations. Je pense que c'est leur culture, tu vois? Correct. Absolument correct. C'est tout à fait juste. Parce que si vous regardez le dossier, par exemple le dossier JFK qu'ils ont publié, beaucoup de choses sont très anodines. Par exemple, pourquoi ne laissez-vous pas les gens voir qu'un tel a rencontré quelqu'un quelque part, vous savez, sur un parking, et qu'il parlait simplement de choses sans importance? Mais toutes ces choses sont caviardées pendant un certain temps. Et puis, pourquoi ne laissez-vous pas les gens savoir cela? C'est... Eh bien, je veux dire, vous savez, cette affaire, c'était en 63. Ça s'est passé il y a quoi? 50, 60 ans maintenant? Quels secrets de cette époque ne peuvent pas être révélés aujourd'hui? Franchement, oui, il y a 60 ans, c'est un autre monde. Oui, ils sont tout simplement très secrets. Ils aiment les secrets. Vous savez, ils ne veulent pas qu'on sache. Quoi que ce soit, ils ne veulent pas qu'on sache. Exactement. Quand il y a plus d'informations, cette rencontre entre Kaja Kallas et Wang Yi, tu vas adorer. D'accord, si. Donc, même dans les cercles diplomatiques de Bruxelles aujourd'hui, il y a une expression qui circule, celle dont je crois que tu as parlé la dernière fois. C'est quelque chose comme « l'un des diplomates les plus expérimentés et professionnels du monde a rencontré les diplomates les plus incompétents et amateurs du monde ». C'est exactement ce qui s'est passé. Apparemment, Kaja Kallas, ou son équipe, a préparé quelque chose comme 37 pages détaillant les méfaits de la Chine. Voilà ce qu'elle avait préparé, d'accord? Et ils ont essayé de faire la leçon à la Chine. Elle a commencé et il y avait 7 domaines qu'elle a abordés, en commençant par le soutien de la Chine à la Russie. Ils n'ont cessé de répéter cela, et ils essayaient essentiellement de faire pression sur Wang Yi en disant « Vous devriez arrêter de soutenir la Russie ». Et Wang Yi a évoqué le traité de Lisbonne de 2009. Il a dit que toute l'idée du traité de Lisbonne était d'avoir une politique étrangère européenne indépendante et que le poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait été créé à ce moment-là en 2009. Et maintenant, vous me dites que je dois prendre parti? C'est très hypocrite. Ensuite, elle a évoqué les drones, disant « Vous vendez tellement de drones et de pièces détachées de drones à la Russie. » Wang Yi a répondu avec des chiffres des douanes chinoises, affirmant que l'exportation de différentes pièces de drones est apparemment en pénurie maintenant, parce que tant de pays fabriquent leurs propres drones et qu'ils achètent tous des pièces à la Chine. Donc, cette année, de janvier à juin, l'exportation de pièces de drones vers l'UPOMER a augmenté de 22% et l'augmentation vers la Russie est nulle. D'accord? Donc, si la Chine donne la priorité, parce qu'il y a une pénurie, elle privilégie l'Udo-Copero. Pourquoi la Chine privilégie-t-elle l'Udo-Copero? D'accord? Et apparemment, quand Wang Yi a présenté ce chiffre, Kaja Kallas était un peu en mode panique ou quelque chose comme ça. Elle a renversé sa tasse de café, le café s'est répandu et Wang Yi a eu une tache de liquide sur sa manche. Voilà pour le côté dramatique. Et bien sûr, elle parle toujours des droits de l'homme et blablabla. Et Wang Yi n'a même pas évoqué toutes les violations des droits de l'homme.
Elle a simplement dit que tout récemment, la police française a réprimé des manifestants, blessant 127 personnes. Et vous, l'UE, n'avez rien dit, absolument rien. Donc vous n'êtes pas en position de me faire la leçon sur les droits de l'homme. Alors elle s'est tue. Comme vous pouvez le voir, l'UE a en réalité besoin des terres rares de la Chine. Et apparemment, selon les médias allemands, Wendland aimerait aussi que la Chine soutienne le Digital Services Act de l'UE pour contrer les États-Unis. Donc l'UE a en fait besoin de beaucoup de soutien de la part de la Chine. Et pourtant, elle exigeait que la Chine fasse ceci ou cela. Puis elle a sorti une liste disant que si vous ne faites pas ceci, ceci et cela, nous allons sanctionner 27 entreprises chinoises. À cela, Wang Yi a répondu qu'en 2020, la Chine et l'UE avaient signé un accord global sur l'investissement. Dans cet accord, il était clairement indiqué que les questions commerciales et économiques ne devaient pas être utilisées comme une arme et ne devaient pas être politisées. Vous voyez donc, à chaque point qu'elle soulevait, Wang Yi était parfaitement préparée à répliquer. Finalement, elle a un peu adouci son ton et a dit « Nous devrions poursuivre notre dialogue, essayant de maintenir la conversation ou quelque chose comme ça. » Elle a aussi proposé « Prenons une photo ». Et Wang Yi a répondu « Oui, nous pouvons prendre une photo, mais vous pouvez d'abord supprimer la liste de sanctions de vos 27 entreprises de votre téléphone. » Wow. Wow. Waouh! Waouh! Je ne suis pas surpris que ça ait duré 4 heures. Que puis-je dire? Je veux dire, évidemment, Kaja Kallas, nous la connaissons tous, mais là, c'est hors norme. C'est de la folie. C'est complètement fou. Eh bien, après cela, la ministre allemande des Affaires étrangères a en fait rencontré Wang Yi immédiatement et a clairement indiqué que l'Allemagne s'oppose à l'instrumentalisation des relations UE-Chine. Donc, en gros, même les Allemands la désavouent. Au sein de l'UE, tout le monde n'est pas d'accord avec elle. Vous savez, ce genre de stratégie contre la Chine, si tant est qu'elle ait une stratégie, je trouve que c'est tout simplement mauvais. Pourquoi est-elle ministre des Affaires étrangères? Eh bien, pourquoi donc? Je veux dire, il y avait un article dans l'un des magazines disant que, vous savez, elle est un désastre absolu et qu'elle doit partir. Que puis-je dire? Cela m'étonne. Tout d'abord, aucun pays ne devrait jamais faire la leçon à un autre. Il y a des exceptions. Il existe des situations où il faut le faire, mais cela devrait être extrêmement rare. Deuxièmement, il ne faut certainement pas faire la leçon à la Chine. Je veux dire, cela devrait être l'une des règles fondamentales de la diplomatie. Et il ne faut absolument, en aucun cas, essayer de faire la leçon à Wang Yi. C'est de l'idiotie. C'est complètement stupide. Qu'as-tu dit? L'un des diplomates les plus accomplis et professionnels au monde, et aussi l'un des plus expérimentés. L'idée que l'on puisse tenter ce genre de manœuvre avec lui est tout simplement ridicule. Ce que je trouve stupéfiant, c'est qu'elle n'était clairement pas préparée pour cette réunion. Si elle comptait faire pression sur Wang Yi au sujet de la Chine, elle aurait dû mieux se préparer. Je veux dire, il faut au moins comprendre ce que signifie réellement le traité de Lisbonne, non? Quand Wang Yi l'a évoqué, cela n'aurait pas dû la surprendre au point qu'elle en renverse presque sa tasse de café. C'est tellement embarrassant. Eh bien, je veux dire, c'est totalement amateur. C'est stupide. Tout d'abord, un document de 37 pages comme celui-là, je suppose qu'elle ne l'a pas partagé avec Wang Yi avant leur rencontre. Non. Je veux dire, on dirait quelque chose tout droit sorti d'un mauvais polar ou d'un feuilleton judiciaire. Vous voyez, ce genre de scène où un avocat arrive avec une pile de documents et dit « Tenez, nous avons tout ça ». C'est tout simplement ridicule. D'ailleurs, même ça n'arrive pas dans la vraie vie. Mais si jamais ça arrivait,
Imaginez à quel point il faudrait être un avocat totalement incompétent. Franchement, qu'essaie-t-elle de faire? Pensait-elle vraiment qu'elle allait convaincre Wang Yi de changer de position ou que la Chine allait changer de position? Pensait-elle que Wang Yi allait dire « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé ». Wang Yi would say, "Oh my God, I'm so sorry. I'm going to go back to Xi Jinping, and we're going to talk." Je vais retourner voir Xi Jinping et nous allons parler de tout cela. Nous aurons une réunion à Pékin et nous verrons ce que nous pouvons faire pour tout concilier. C'est insensé. Je veux dire, la diplomatie consiste à apprendre à connaître et à comprendre l'autre, à instaurer la confiance, à travailler pour trouver un terrain d'entente, à isoler les points de désaccord, à discuter intelligemment de ces sujets. Mettre le ministre des Affaires étrangères chinois sur la sellette, c'est de la pure idiotie. C'est une stupidité qui dépasse tout ce que je peux imaginer. Et ce qu'ils doivent penser de tout cela en Chine, je n'ose même pas l'imaginer. Je pense qu'il devrait demander sa démission. Vous savez, elle n'est clairement pas qualifiée pour ce poste, non? Elle n'est pas vraiment préparée. Je veux dire, qu'ont-ils fait avec ces 37 pages à part, critiquer et dénigrer la Chine? Il n'y a aucune négociation du genre « sur quoi devrions-nous nous mettre d'accord » ou « sur quoi devrions-nous coopérer et travailler ensemble ». Il n'y a rien de tout cela. C'est juste « vous, la Chine, vous êtes mauvais sur tous ces points. Et si vous ne faites pas ceci, nous allons vous sanctionner. » C'est juste de l'intimidation, vous voyez. Eh bien, c'est de l'intimidation. Je veux dire, c'est là que ça devient encore plus stupide, car Liu Guomao n'est absolument pas en position d'intimider la Chine, comme le saurait un haut représentant de Liu bien informé et professionnel. L'idée que Liu Guomao puisse intimider la Chine est absurde. Vous ne devriez même pas raisonner en ces termes, encore moins essayer de le faire. C'est absurde. Et il est intéressant de noter qu'en réalité, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est montrée bien plus raisonnable par la suite. Et je me demande si le fait qu'elle vienne d'un petit pays et qu'elle puisse enfin accéder à la scène internationale, devenir une figure de poids, peut-être qu'elle le perçoit ainsi. Est-ce que cela la rend encore plus audacieuse ou imprudente? Je me pose la question. Eh bien, évidemment, c'est le cas. Je veux dire, je devrais dire quelque chose. L'influence que les 3 pays baltes exercent sur les affaires européennes est devenue incroyablement inquiétante et très, très dangereuse. Il y a des gens en Allemagne qui plaisantent en disant que la politique étrangère allemande a essentiellement été prise en main par ces personnes et que l'Allemagne est en train de devenir la Grande Estonie. J'ai entendu des gens dire cela. Donc, c'est rassurant d'entendre que la ministre allemande des Affaires étrangères, qui vient d'un pays important, a compris que cela avait complètement dérapé. Comme je l'ai dit, il devrait absolument insister pour qu'elle démissionne. Elle est manifestement totalement incompétente pour son poste et elle n'aurait jamais dû être nommée à ce rôle. Les pays de l'ASEAN organisent des réunions des ministres des Affaires étrangères, qui sont appelées réunions des ministres des Affaires étrangères et réunions connexes. Il y a donc eu beaucoup de réunions. Marco Rubio a rencontré Lavrov, et cette rencontre ne s'est pas très bien passée, n'est-ce pas? Non, non. Je veux dire, c'était très intéressant parce qu'ils se sont rencontrés. Il y avait... Les comptes rendus étaient très... enfin, vous savez, courtois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu... Enfin, personne n'a crié sur l'autre. Mais encore une fois, les Américains ont clairement essayé de forcer les Russes à reculer sur l'Ukraine. Et les Russes ont dit non. Oui. Et puis Rubio a aussi rencontré Wang Yi. Et pour une fois, il y a eu un compte-rendu, mais le compte-rendu des deux côtés était très très simple. Il n'y avait pas beaucoup d'informations,
à part le fait qu'ils discutaient de la visite de Trump en Chine, n'est-ce pas? Cela semble être la seule chose. Il n'y a rien d'autre sur lequel ils se sont mis d'accord. Bon, maintenant, en parlant de personnes non qualifiées, je pense aussi que Marco Rubio n'est pas très qualifié non plus. Il ne l'est pas, car il est sanctionné à la fois par la Russie et la Chine, donc il ne peut pas se rendre en Russie ni en Chine. C'est le secrétaire d'État? Non. Non. L'autre point abordé lors de la réunion de l'ASEAN est que les pays de l'ASEAN ont signé leur propre traité de non-prolifération des armes nucléaires en 1997. Et maintenant, ils souhaitent que les puissances nucléaires, en particulier la Chine, la Russie et les États-Unis, le signent également, car non seulement ils ne veulent pas eux-mêmes produire ou utiliser des armes nucléaires, mais ils veulent aussi que ces puissances nucléaires prennent un engagement. D'après ce que j'ai compris, il s'agit de promettre de ne pas venir dans les pays de l'ASEAN pour y installer ou fabriquer leurs propres armes nucléaires. Je pense que c'est l'objectif. Ils veulent que les grandes puissances signent aussi. La Chine s'est déjà engagée et a déclaré qu'elle était prête à signer, mais les États-Unis ne le sont pas. Quel est votre avis à ce sujet? Eh bien, en fait, je suis content que vous en parliez, car cela visait clairement les États-Unis, puisque le seul pays qui a des projets, ou qui pourrait avoir des projets, d'installer des bases d'armes nucléaires sur le territoire des États de l'ASEAN, ce sont les États-Unis. Les Philippines, pour être précis. Les États-Unis entretiennent des liens historiques de longue date avec les Philippines. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Je veux dire, ils vont essayer de maintenir une présence militaire nucléaire aux Philippines et au sein de l'ASEAN. Et c'est une bonne chose que l'ASEAN ait dit non et que les Philippines, vraisemblablement, aient suivi cette position. Nous verrons donc s'ils vont agir en ce sens et expliquer aux Américains, écoutez, ce n'est plus quelque chose que nous sommes prêts à tolérer. Nous verrons bien. L'ASEAN se rapproche progressivement de la Chine. Ils font très attention à la manière dont ils procèdent. Apparemment, il y a eu, vous savez, souvenez-vous que nous avons parlé, il y a quelques émissions, de l'accord commercial entre le Vietnam et les États-Unis. Je comprends maintenant que cela a également été critiqué au Vietnam d'ailleurs. Ils ont examiné la situation et se sont rendus compte qu'ils avaient commis une terrible erreur. Et les hommes d'affaires vietnamiens sont très en colère. Ils disent, écoutez, nous utilisons des composants chinois dans beaucoup de choses que nous produisons. Maintenant, à quoi allons-nous être confrontés? Donc il y a des critiques à ce sujet, mais progressivement, très lentement, parce qu'ils ne veulent pas être vus publiquement en train de prendre parti. Et pourquoi voudraient-ils être vus en train de prendre parti? L'ASEAN prend peu à peu ses distances avec ce qu'elle considère comme une Amérique de plus en plus imprévisible et instable, et commence à développer des liens plus étroits avec la Chine. Vu de loin, c'est évident. J'ai remarqué par exemple que le Premier ministre de Singapour a récemment eu une rencontre avec Xi Jinping. Oui. Albanaise en Australie, qui n'est pas un pays de l'ASEAN, mais vous savez, l'Australie est de toute façon dans une position très délicate. Donc Albanaise est actuellement en visite en Chine. De toute évidence, je suppose que les partisans de Trump ne sont pas contents de cela, ou quelque chose comme ça. Ainsi, l'administration Trump a demandé au Japon et à l'Australie de clarifier leur position en cas de guerre potentielle entre les États-Unis et la Chine. Que fait l'administration Trump ici? C'est une excellente question. Ils sont censés être des alliés des États-Unis. Alors pourquoi doivent-ils même poser la question? La seule raison pour laquelle ils pourraient la poser, c'est parce que les États-Unis doivent envisager une guerre agressive avec la Chine. Oui, c'est dangereux. Flattery, seule explication logique. Vous voyez, Trump semble être contre la guerre, mais il engage tout un tas de faucons
Des gens comme Elbridge Colby. Elbridge Colby, oui. Oui, c'est le sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique. Donc apparemment, c'est lui qui a poussé pour cette histoire d'AUKUS contre la Chine. Et maintenant, il semblerait que ce soit lui qui a mis beaucoup de pression sur l'Australie, qui a poussé l'Australie à répondre à cela. Donc Trump continue d'embaucher ce genre de personnes. S'il ne veut vraiment pas de guerre, pourquoi embauche-t-il ce genre de personnes? C'est très typique de l'État profond, tu sais, le genre de personnes comme Victoria Nuland, n'est-ce pas? Absolument. Et bien sûr, il y a aussi Marco Rubio, qui est extrêmement anti-chinois et qui a une longue histoire en la matière. Et je veux dire, si l'on parle de la tentative de la Maison-Blanche de Trump de se rapprocher de la Russie dans les premières semaines de la présidence de Trump, comme nous l'avons évoqué, il était assez évident qu'il s'agissait d'une tentative de persuader les Russes de prendre leur distance avec la Chine. Tu te souviens que nous avions dit que cela ne fonctionnerait pas? Et le principal défenseur de ce plan n'était autre qu'Elbridge Colby, qui, comme tant d'autres à Washington, a la Chine en tête. Mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, Trump doit, s'il veut vraiment être le président de la paix, et s'il veut vraiment entretenir de bonnes relations avec la Chine, ce qui est la seule façon d'assurer la paix mondiale, il doit vraiment arrêter d'écouter ces gens-là. Mais le problème, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est qu'à Washington, tout le monde est un partisan de la ligne dure. C'est juste que certains sont plus concentrés sur une attitude dure contre la Russie immédiatement. D'autres sont plus focalisés sur l'Iran. Et d'autres encore, comme Elbridge Colby, veulent donner la priorité à la Chine. La Chine est le pays avec lequel il veut faire la guerre. Ils veulent tous faire la guerre à quelqu'un. Et tous sont finalement obsédés par la Chine. La raison pour laquelle ils disent qu'il faut vaincre la Russie et qu'il faut vaincre l'Iran, c'est parce qu'il faut d'abord passer par là, car cela affaiblirait et isolerait soi-disant la Chine. Et ensuite, nous pourrions nous en prendre à elle. Donc je veux dire, tant que nous continuerons à les écouter, si les États-Unis se débarrassent de ces gens, les écartent du processus de décision, j'ai bien peur que nous ayons constamment des problèmes, car ils cherchent toujours la guerre avec quelqu'un, et au final surtout avec la Chine. Et Trump n'a pas compris cela. Et récemment, Jake Sullivan a également accordé une interview à Fareed Zakaria sur CNN. Cette interview a beaucoup attiré l'attention en Chine. Ce qu'il disait, il critiquait les deux guerres parce qu'il affirmait que cela nuisait à la relation des États-Unis avec leurs alliés. Vous voyez, pour lui, ces petits groupements, ainsi que l'OTAN, sont très importants. J'ai donc l'impression que les styles sont un peu différents, mais qu'ils veulent la même chose, non? Les démocrates ont un ton un peu plus doux et ils apprécient les petits groupes, etc. Les républicains, comme Elbridge Colby, aiment aussi mettre en place des groupes contre cela, mais c'est plus coercitif et basé sur la pression, un style plus frontal, plus dans la confrontation. Donc les styles sont différents, n'est-ce pas? Exactement. Absolument correct. Je dois ajouter rapidement d'ailleurs que la brillante idée d'AUKUS d'Elbridge Colby est en train de s'effondrer parce qu'elle reposait entièrement sur l'idée que les États-Unis et la Grande-Bretagne fourniraient des sous-marins nucléaires à l'Australie. Le problème, c'est qu'en raison de la crise de la construction navale américaine, ils ne peuvent pas les construire. Donc, le plan a déjà apparemment été retardé d'environ 10 ans. Donc, en supposant que tout se passe comme prévu, ces sous-marins n'arriveront pas en Australie avant le milieu des années 2040. C'est la réalité que ces gens ne veulent jamais affronter. Ils cherchent une guerre qui, si elle devait avoir lieu et se limiter aux armes conventionnelles, serait de toute façon perdue par les États-Unis.
La seule façon pour que cela fonctionne, et vous comprenez ce que je veux dire par fonctionne, serait que les États-Unis aient recours au nucléaire. You understand what I mean when I say work, would be if the United States went nuclear. So, I mean, which Donc, presumably ils veulent vraisemblablement éviter cela. Alors, pourquoi même y penser si c'est impossible à réaliser? Il y a des rapports, puisque la Grande-Bretagne fait aussi partie d'AUKUS. Et franchement, je n'ai aucune idée du rôle que nous y jouons, car notre flotte de sous-marins nucléaires est pratiquement toujours à quai, les navires ne pouvant pas être correctement entretenus. Quoi qu'il en soit, il se dit en Grande-Bretagne que tout l'accord AUKUS visant à envoyer des sous-marins nucléaires en Australie va être abandonné car il ne peut pas être mis en œuvre. Donc, étant donné qu'Elbridge Colby a rédigé, était l'architecte, un plan qui a déjà échoué, pourquoi prêtez-vous attention à cet homme? Pourquoi l'écoutez-vous? C'est ce que je ne comprends tout simplement pas. This is what I simply don't understand. Je me demande si l'ASEAN veut vraiment faire pression, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, je suppose, pour signer cette zone exempte d'armes nucléaires. Je me demande si c'est à cause de l'Australie. Ce qui se passe est un peu inquiétant pour eux, parce que les États-Unis veulent envoyer des sous-marins nucléaires en Australie. Cela les rend un peu mal à l'aise. Je pense qu'ils seraient contents de voir ce projet abandonné. Mais en même temps, ils veulent probablement aussi empêcher de futures tentatives de faire quelque chose à l'intérieur de l'ASEAN. Je me demande si c'est lié. Je ne serais pas du tout surpris. Je suis sûr que vous avez raison. Mais je pense qu'au fond, ce qu'ils disent aux Américains, c'est « Écoutez, nous ne voulons pas de vos armes nucléaires ici ». C'est le message qu'ils essayent de faire passer. Ils le font de manière très très polie. Mais l'ASEAN ne veut pas devenir un champ de bataille. La Chine ne cherche pas à faire de l'ASEAN un champ de bataille. Donc, en fin de compte, ce message s'adresse aux États-Unis. Oui, c'est regrettable. Les États-Unis sont contrôlés par des personnes comme Elbridge Colby. Vous savez, Jake Sullivan. Ils vont et viennent au sein du gouvernement, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ne sont pas au gouvernement, ils sont dans un think tank quelconque, également très influent. Ce sont donc la définition même de membres de l'État profond. Malheureusement, ils ont beaucoup d'influence. Elbridge Colby remonte vraiment très loin. Sa famille était, je crois, l'une des familles fondatrices qui ont créé la CIA. Donc, quand on dit qu'il fait partie de l'État profond, il en est vraiment un membre éminent. Aussi profond que possible. Oui, oui. D'accord. Maintenant, la guerre commerciale. Trump menace le Brésil avec un tarif de 50%. D'accord. Et qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? Il exige que le Brésil libère Bolsonaro. N'est-ce pas une violation flagrante de la souveraineté d'un pays? Alors pourquoi est-ce si important pour lui? Vous savez, pourquoi Bolsonaro est-il si important à ses yeux? Je ne comprends pas. Eh bien, je pense que Bolsonaro est son ami personnel. Je pense, encore une fois, que tout cela tourne autour de la Chine. Je veux dire, tout est toujours lié à la Chine. N'oubliez jamais cela. Je lisais un article sur les lieux de production des terres rares. Le plus grand producteur de terres rares, de loin, c'est la Chine. Le deuxième pays qui en produit le plus, en fait, c'est le Brésil. Donc je pense qu'il y a peut-être un élément de cela dans l'esprit fou de Donald Trump. Mettre la main sur les terres rares du Brésil. Bolsonaro était son ancien ami et tout ça. Mais réfléchissez à quel point toute cette situation est désastreuse. Et je veux dire, la lettre qu'il a envoyée à Lula, au président Lula du Brésil, était tout simplement choquante et irrespectueuse envers la souveraineté du Brésil, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et le ton employé était absolument celui d'un chef de mafia grossier. Mais que sont les droits de douane? S'agit-il d'une politique fiscale
d'une politique économique? Ou bien sont-ils une forme de coercition économique destinée à atteindre un objectif politique? Si c'est le dernier cas, alors il s'agit essentiellement d'un type de sanction. Ainsi, les États-Unis font désormais officiellement et formellement de leur politique commerciale une extension de leur politique géopolitique. C'est la seule façon de voir les choses, et toute leur politique de coercition et de pression sur d'autres pays, car tu as tout à fait raison. Je veux dire, la lettre était ridicule. Elle disait, « Vous savez, je veux que vous libériez Bolsonaro. Je veux que vous supprimiez toutes vos lois qui imposent des restrictions aux entreprises américaines de réseaux sociaux. Nous imposons des restrictions aux entreprises chinoises de réseaux sociaux. En fait, nous les volons. Mais nous voulons que vous supprimiez toute restriction sur nos entreprises de réseaux sociaux. Et si vous ne le faites pas, nous vous infligerons des droits de douane de 50% en utilisant comme excuse un excédent commercial que vous auriez avec nous, ce qui n'existe même pas, puisque dans les échanges entre les États-Unis et le Brésil, c'est le Brésil qui est en déficit. Donc tout cela est complètement fou. Mais c'est de plus en plus que cela devient. Vous vous souvenez par exemple, lorsqu'ils ont imposé les politiques tarifaires, les tarifs réciproques, et qu'ils disaient à tout le monde en mars et avril que c'était un plan astucieux pour isoler la Chine. Donc il ne s'agit plus, vous savez, d'augmenter les recettes fiscales pour les États-Unis, de développer ou de protéger l'industrie nationale américaine ou quoi que ce soit de ce genre. Pas que cela ait jamais eu beaucoup de sens de toute façon. Mais cela n'a plus rien à voir avec ça. Il s'agit uniquement de pression politique et de pression au Brésil, qui bien sûr, que va-t-il faire maintenant? Il va signer un accord commercial avec la Chine. Et pourquoi ne le ferait-il pas? La Chine est déjà son plus grand partenaire commercial. En parlant de pression, revenons sur cet accord avec le Vietnam. Selon Politico, apparemment, il n'y a pas d'accord clair parce que Trump l'a annoncé sur Truth Social. Il n'y a pas de déclaration conjointe des deux parties et il n'y a aucun accord signé que l'on puisse voir. Apparemment, les dirigeants vietnamiens étaient très en colère parce qu'ils ont eu un appel téléphonique, Trump et le dirigeant vietnamien, et ils étaient tombés d'accord sur un tarif de 11%. Et cette histoire de transit à 40%, cela n'a même pas été évoqué, quelque chose comme ça. Mais il a tout annoncé sur Truth Social. En conséquence, comme tu l'as dit, les gens au Vietnam sont très en colère contre leurs dirigeants. Mais leurs dirigeants disaient « Je n'ai pas accepté cela ». Eh bien voilà, je veux dire, vous savez, c'est le président des États-Unis. Il écrit des choses sur Truth Social qui sont de pure fantaisie. Il affirme, lors d'une conversation avec des donateurs, avoir téléphoné à Poutine et à Xi Jinping à plusieurs reprises et les avoir menacés de bombarder leur capitale. Une conversation dont nous savons tous qu'elle n'a jamais eu lieu. Vous savez, comment peut-on travailler avec cet homme? Oui, c'est ça. C'est une autre chose. Cette vidéo ou cet enregistrement audio qui a fuité, il aurait soi-disant dit qu'il avait ces documents. Oui, exactement. Il invente maintenant un accord entier avec le Vietnam qui n'a jamais existé. Et il fait ça tout le temps, n'est-ce pas? Le dernier exemple, c'était bien sûr avec TikTok. Il s'est également avéré qu'ils affirmaient avoir conclu un accord très étrange. Mais plus tard, ByteDance a déclaré que c'était faux. Maintenant, la Chine n'a pas dit un mot. Mais ils aiment toujours faire ça, l'annoncer comme si c'était déjà réglé. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer accomplir en agissant ainsi? Parce qu'à un moment ou à un autre, les gens vont se rendre compte que ce n'est pas un accord conclu. Ils ne font qu'affirmer quelque chose de façon unilatérale. Pourquoi agissent-ils de cette manière?
C'est stupide. Ça vient encore une fois du monde de l'immobilier à New York et tout ce qui s'y rattache. Encore une fois, j'ai une certaine expérience. Enfin, je n'ai jamais été impliqué dans l'immobilier à New York. Il faut que ce soit clair. Mais j'ai eu affaire à des entreprises américaines. Et elles fonctionnent comme ça. Donc, vous vous retrouvez au milieu d'une négociation très compliquée. Ce sont des cabinets d'avocats américains. Et ils vont soudainement communiquer à toutes les parties. Nous avons un accord de principe qui a déjà été conclu, qui est X, Y, Z. Et bien sûr, cela vous met la pression. Parce que si vous n'avez pas accepté cet accord, vous devez le dire publiquement. Et cela peut vraiment vous mettre sous une pression importante lors d'une négociation. Trump fait ça. C'est la méthode, l'art de la négociation. Et il semble penser que cela fonctionne en diplomatie, comme cela fonctionnait dans l'immobilier à New York. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Et je remarque aussi une chose. Vous savez, il a également ce 30% avec le Mexique et l'UPMM. Nous verrons comment ils vont réagir. J'ai le sentiment qu'au final, ils devront le faire. Mais malgré tout, je trouve que toutes ces choses, même si Trump n'a pas accompli grand-chose dans cette guerre tarifaire, il continue à faire ces choses, n'est-ce pas? Il envoie plus de lettres et blablabla. Je me demande, au final, quel que soit l'accord ou l'absence d'accord qu'il impose à d'autres pays, ce sont les consommateurs américains, nous qui vivons ici, qui en payons le prix. Donc c'est presque comme si d'autres pays se battaient maintenant au nom des consommateurs américains. C'est presque l'impression que ça donne. C'est exact. C'est vrai. En fait, c'est une très bonne façon de le formuler. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, l'inflation augmente à nouveau aux États-Unis, et elle augmente aussi en Grande-Bretagne d'ailleurs. Et elle va encore augmenter, parce que, comme je l'ai dit, rien de tout cela n'a de sens. C'est complètement irrationnel. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas moi-même d'accord avec le protectionnisme. Je ne pense pas que ce soit une bonne politique du tout. Nous en avons déjà discuté par le passé. Je pense que c'est dépassé et obsolète et que cela ne correspond pas aux réalités du monde moderne. Ce qui fonctionnait dans les années 1890 ne fonctionne plus aujourd'hui. Powerful. Mais les gens des années 1890, s'ils voyaient ce que fait Trump, s'arracheraient les cheveux. Ils diraient, ce n'est absolument pas une politique de protection, c'est de la folie pure, c'est insensé. Un jour, vous imposez des droits de douane jusqu'à 30%, le lendemain vous les retirez. Vous menacez les gens avec des lettres agressives, comme il l'a fait avec le président du Brésil. Vous inventez des accords avec le président du Vietnam qui n'ont jamais été conclus. Je veux dire, c'est du chaos pur, et cela va inévitablement avoir un impact sur le système commercial mondial. L'une des conséquences, c'est que de plus en plus de pays vont éviter de commercer avec les États-Unis parce qu'ils ne savent pas d'un jour à l'autre quelle est réellement la politique des États-Unis. Je pense que ce qu'il fait, si on essaie d'y voir une certaine logique, c'est qu'il a accordé cette grande réduction d'impôts, ce qui crée un trou dans le budget. Et il essaie d'utiliser l'argent des droits de douane pour combler ce trou au lieu d'augmenter les impôts pour la classe moyenne inférieure, les gens. Donc il accorde une réduction d'impôts aux très riches. Et en fait, il impose une taxe à la classe moyenne et à la classe inférieure pour combler ce trou sans augmenter. En apparence, il n'augmente pas les impôts pour nous, mais de cette manière, il les augmente quand même. Il utilise les droits de douane afin d'éviter une augmentation de l'impôt sur le revenu, ce qui revient essentiellement à mooring. Mais c'est tout à fait exact. Et cela fait, je pense, partie de la stratégie. Je veux dire, il a même déjà évoqué le fait que sous William McKinley, parce que les États-Unis avaient une politique tarifaire, les impôts sur le revenu étaient nuls ou quelque chose de ce genre. Mais bien sûr, encore une fois,
C'est une façon de penser complètement dépassée. Cela pouvait avoir du sens avec le type d'économie et de société que les États-Unis avaient dans les années 1890. Cela n'a aucun sens aujourd'hui, et même à l'époque, il ne le fait pas correctement. Et comme vous le dites très justement, les droits de douane sont un impôt régressif, parce que leur poids est supporté par les personnes pauvres et la classe moyenne. Les riches, en revanche, bénéficient de manière disproportionnée des baisses des taux supérieurs de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, ce qu'il est en train de faire. Maintenant, Trump a repris la fourniture d'armes à l'Ukraine, mais la manière dont il s'y prend est assez intéressante. Il a en gros demandé aux pays de l'UE d'acheter des armes aux États-Unis pour les donner à l'Ukraine. Donc il sape ses alliés. Je ne sais pas. Oui, c'est le cas. Il est en train de nuire à ses alliés parce qu'il n'y a pas l'argent nécessaire pour le faire. Et bien sûr, ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est qu'il n'y a pas non plus les armes pour cela. Il manque d'intercepteurs de missiles de défense aérienne. Donc il propose cet arrangement étrange et trop compliqué, qui ne passe d'ailleurs pas par l'UE, mais par l'OTAN. Et l'OTAN n'a jamais acheté d'armes, je veux dire, n'a jamais été utilisée de cette manière. Et, vous savez, on en reparle encore une fois. Nous parlions, vous savez, de déclarer des accords qui n'existent pas. Il n'y a aucun document, aucun contrat, aucun accord signé nulle part. Il n'y a eu aucune négociation des termes, aucun accord sur un budget, aucune réflexion approfondie, rien de tout cela. Tout est simplement convenu au cours d'une seule conversation, apparemment. Quelque chose dans ce genre sera fait. Comme je l'ai dit, c'est absurde. C'est destiné à tromper sa propre base en lui faisant croire qu'il ne fournit pas d'armes à l'Ukraine, alors qu'il en fournit bel et bien. Et bien sûr, cela ne changera pas non plus la dynamique en Ukraine. Mais, vous savez, cela donne l'impression qu'il va faire quelque chose parce qu'il ne veut pas admettre la réalité. À savoir que les Américains n'ont plus d'armes et ne peuvent plus en envoyer directement à l'Ukraine sans se dépouiller encore davantage du peu qu'il leur reste. Et il menace aussi la Russie, avec des droits de douane de 100%. On n'oublie jamais les droits de douane. S'il n'y a pas de fin à la guerre dans 50 jours ou quelque chose comme ça, que se passera-t-il dans 50 jours? Parce que nous savons que la Russie ne cédera pas. Non, la Russie ne cédera pas. Donc, nous menaçons aussi la Chine, parce que bien sûr, c'est toujours la Chine à la fin, et l'Inde également. Ils vont être soumis aux droits de douane de 100%. Nous avons essayé cela en avril. Cela a échoué de façon désastreuse. Mais vous savez, recommençons à les menacer. Nous avons déjà bluffé une fois, et notre bluff a été démasqué, mais nous allons bluffer à nouveau. Et peut-être que cette fois, cela ne sera pas démasqué. Franchement, c'est stupide. Et d'ailleurs, c'est un autre exemple de l'utilisation des droits de douane non plus comme une politique économique ou fiscale, mais comme un mécanisme et un instrument de coercition politique. Comme je l'ai dit, c'est partout. C'est un vrai chaos. Je lisais le site du ministère chinois des Affaires étrangères et j'ai vu que, il s'appelle Li Shan, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a déjà commenté cela et il a dit que la Chine n'acceptera aucune sanction unilatérale, quelle qu'elle soit. Les guerres tarifaires ne font que des perdants et aucun gagnant. Ce qui est en partie vrai, car s'il y a une guerre tarifaire, la Chine gagnera. Oui, le Moyen-Orient. Donc, Israël bombarde maintenant Damas et je suppose d'autres endroits aussi. La Turquie n'a pas l'air très contente de cela. Y a-t-il un risque d'escalade en Syrie? La situation s'aggrave-t-elle? Il y a un danger très réel parce que le gouvernement en Syrie n'a en réalité pas le contrôle du pays. Et cela a été l'un des principaux, c'est le problème fondamental.
Se débarrasser d'Assad semblait très simple, censé résoudre les problèmes, mais cela n'a fait que créer toute une nouvelle série de problèmes. Et bien sûr, cela provoque maintenant une crise entre Israël et la Turquie. À mon avis, Israël et la Turquie ne veulent pas s'affronter. La Syrie, enfin, le gouvernement syrien, c'est une fiction. Ce n'est pas vraiment un gouvernement. Donc c'est la Turquie contre Israël dans cette affaire. Je pense donc qu'un accord ou une entente privée sera trouvé. Mais tout cela est très très précaire. Et il est probable que la situation va progressivement empirer au fil des semaines et des mois. Et ce désarmement des séparatistes kurdes, pensez-vous qu'il soit réel ou bien est-il symbolique? C'est symbolique. Il n'y a absolument aucune chance que les gens de cette région du monde renoncent à leurs armes. En conclusion, il y a certains journalistes chinois qui sont très compétents. Ils ont fait des calculs et affirment que nous vivons actuellement dans un monde très dangereux. Depuis 2022, 59 pays sont impliqués dans un type de conflit, qu'il soit interne ou externe. Et en 2024, il y a eu 150 000 morts liés à différents conflits, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, quel est votre commentaire à ce sujet? Je n'ai pas fait ces calculs moi-même, mais quelqu'un l'a fait. Je trouve cela intéressant et j'aimerais entendre votre avis. Les Chinois sont très doués pour ce genre de choses. Et je veux dire, bien sûr, je me limite à lire ce que l'on pourrait appeler les médias officiels chinois. Vous savez, le Global Times, l'édition internationale en anglais du People's Daily, chinois. Mais même là, les commentaires sont d'un niveau vraiment très élevé. Je suis sûr que sur les réseaux sociaux, c'est encore meilleur, pour être honnête. Mais c'est tout à fait exact. Et il y a une cause immédiate. Il existe un petit groupe de pays au centre du système international, les États-Unis, l'Europe, Israël, qui refusent tout simplement de s'adapter aux réalités changeantes du monde. Ils se sont très habitués au fait d'être les puissances dominantes, et ce qu'ils ressentent progressivement, c'est que ce pouvoir leur échappe. Cela les rend plus agressifs, et ils sont la cause ultime de toutes ces guerres. C'est dangereux, parce que la guerre est intrinsèquement extrêmement dangereuse, surtout lorsqu'elle est menée de cette manière, sans véritable plan. Il n'existe aucun plan capable d'inverser les tendances fondamentales, qui vont vers un déclin de l'hégémonie occidentale. Je veux dire, Poutine l'a d'ailleurs très bien exprimé dans son récent discours. Il a dit que c'est comme essayer d'empêcher le soleil de se lever. Oui. D'ailleurs, les 152 000 morts, ils ont précisé qu'ils n'incluent pas ce qui se passe en Ukraine parce qu'il est très difficile d'obtenir des chiffres exacts là-bas. Et aussi pour Gaza, ils pensent que les chiffres sont largement sous-estimés en ce qui concerne les morts là-bas. Donc même les 152 000, c'est déjà un chiffre très élevé pour 2024, comparé aux autres années après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, d'accord. D'accord. La Chine est une oasis de calme. Oui, C'est vraiment le cas. Je ne sais pas si les gens en Chine s'en rendent compte. Je veux dire, regardez, même l'Inde et le Pakistan ont eu... oui. Il y a des tensions là-bas. Et récemment, la Thaïlande et le Cambodge ont également eu des conflits. Absolument. Donc nous verrons bien. Beaucoup de choses peuvent arriver en seulement une semaine. Parlons-en. En effet. Passe une excellente semaine, Sophia. Merci encore. Merci. Au revoir.